Avons-nous une opportunité d'investissement sur ExxonMobil? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve toujours et en tout temps le droit de me tromper. Donc, on y va assez rapidement. C'est une compagnie qui exerce dans le secteur de l'énergie, pétrole, gaz et consommables. Donc, on va voir ici, on s'attend à une compagnie cyclique. C'est normal. Donc, ce genre de zigzag, c'est complètement normal pour une compagnie cyclique parce que c'est un price taker. Et donc, l'entreprise ne fixe pas son prix. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de gérer ses coûts de production et ses coûts de production et coûts d'exploitation. Et l'avantage concurrentiel dans ce secteur d'activité se trouve généralement au niveau des coûts de production et des coûts d'exploitation. L'entreprise qui aura les coûts de production les plus bas du marché a souvent tendance à faire de l'argent qu'importe le prix de la commodité. Maintenant, le reste, c'est une question d'offre et de demande. Et je rappelle que quand le prix de la commodité est à un niveau assez élevé, les entreprises dans ce secteur d'activité ont tendance à mal se comporter. Savoir, elles augmentent le volume de production pour pouvoir bénéficier des prix élevés. D'accord? Pourtant, en augmentant la production, la demande n'augmente pas aussi rapidement. Donc, on a tendance ici à avoir une revalorisation ici des prix. Enfin, les prix ont tendance à baisser. Donc, croissance des revenus, on va se dire que c'est plutôt stable par rapport à ce qu'on a connu. Ensuite, marge brute. Les marges brutes sont de moins en moins élevées. Et attention, ne tirez pas des conclusions parce que les marges brutes sont de moins en moins élevées. Comme je l'ai mentionné ici, c'est une question de coût de production. Peut-être que les coûts de production de cette compagnie augmentent de plus en plus. Et entre-temps, on a également une variation de la commodité. Et n'oubliez jamais de prendre à côté de vous l'évolution du prix du pétrole. OK? Pétrole et du gaz, dépendamment de ce que l'entreprise fait précisément. Et vous allez voir que certaines variations ici peuvent être compréhensibles. Donc, quand on regarde les marges brutes, il faut les comparer avec les marges EBITDA, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On constate ici que les marges sur la même tendance, voilà, sur les 20 dernières années, on a plutôt des marges brutes aux alentours de 33%, des marges EBITDA aux alentours de 15%. N'oubliez pas qu'entre 2014 et 2020, le prix du pétrole était à un niveau assez bas, d'accord? Donc, ceci est peut-être une période temporaire. Et donc, on peut rester pendant très longtemps à des niveaux assez élevés. Mais bon, ici, on va normaliser les résultats, ok? Parce qu'il y a une chose qu'on ne connaît pas, c'est le prix du pétrole l'année prochaine, ou bien dans les 6 prochains mois, ou bien même demain matin. On n'en sait rien du tout. Ça peut varier à la hausse comme à la baisse. Et donc, ici, l'entreprise qui aura tendance à produire, à vendre qui aura tendance à écouler sa production plus facilement, c'est celle qui aura les coûts de production les plus bas. Quand je dis plus facilement, ça veut dire ici que malgré la baisse du prix, elle aura tendance à continuer à produire parce qu'elle rentre ici dans ses frais. OK? Donc, mais généralement, elles ont tendance à varier la production. Il y a d'autres questions à poser au-delà des chiffres, comme le volume des réserves, le taux de remplacement ici, quand on compare les réserves par rapport à la production moyenne ici, combien d'années de production il nous reste, etc. etc. OK? Donc, ici, pour moi, quand je compare les EBITDA et grosses margines ici, c'est assez correct. Ici, on constate qu'on gagne beaucoup d'argent. Pendant combien de temps ça va durer, je n'en sais rien du tout. Donc, de toute façon, moi, je vais normaliser les résultats. Donc, c'est-à-dire ici que la période actuelle, je vais la considérer comme étant, entre parenthèses, exceptionnelle. Elle peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, je ne veux pas surpayer. Je veux un prix, je veux pouvoir payer un prix qui se rapproche de la moyenne de ce qu'on a connu sur les 10, 20 dernières années. OK? Sur les 10 dernières années, nous sommes à peu près à 13%. Mais n'oubliez pas que entre 2014 et 2020, à peu près, le prix de la commodité était à un niveau assez bas. Et donc, c'est quand même 6 ans. Et donc, cette situation cette situation n'est plus la même en date d'aujourd'hui. On a un prix de la commodité qui est revenu à peu près au niveau de la moyenne. Et je ne sais pas ce que le prix de la commodité va faire demain. Et donc, j'aimerais me protéger au maximum. Alors, pourquoi pas prendre les 20 dernières années? Et donc, ce que je vais faire, c'est ceci. J'ai comparé les grosses margines, EBITDA. Ensuite, dette nette sur EBITDA. C'est un secteur d'activité. Privilégier les entités qui ont une dette nette sur EBITDA inférieure à 3. EBITDA moyen. Je rappelle,
moyen, pas EBITDA actuel, moyen. Et donc, j'aime toujours aller regarder le volume en termes de production, en termes de, de dette nette. Donc, on a un volume ici, on a une dette nette ici aux alentours de 7 milliards. Vous constatez ici que c'est une entreprise qui rembourse la dette. Entre 2020 et aujourd'hui, ils ont remboursé près de 60 milliards de dettes. Et on rembourse la dette avec quoi? Les free cash flow. Et j'aime ça. C'est-à-dire que l'entreprise a la capacité de souffrir. Donc, on continue. En termes de valorisation, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices ici. Vous pouvez la valoriser par rapport aux actifs tangibles nets par action, à savoir, et c'est quel est le tangible book value par action ici. Nous avons 52. Privilégier les entreprises qui ont tendance à au moins maintenir les tangible book value de manière stable. Et surtout, il faut toujours aller regarder qu'est-ce qui est inclus dans ce tangible book value. OK? Donc ici, nous avons plutôt 52 $. Et donc, idéalement, j'aimerais l'avoir à 52 $. Je dis bien idéalement. Et donc, si vous avez chopé votre entreprise, cette compagnie ici en dessous des 50, 52 $, gardez-la précieusement. OK? Parce que le tangible book value par action, je pense que sur les 20 dernières années, on a eu l'opportunité de l'avoir aux alentours ou en dessous du tangible book value une seule fois, pendant la pandémie. Donc, si vous avez toujours des actions ExxonMobil achetées pendant la période où on avait un pétrole, des futurs négatifs, gardez précieusement vos actions. Que ce soit Total, Chevron ou je ne sais pas quoi, gardez vos actions précieusement. Même avec la plus-value. En fait, ici, il faut regarder plutôt le rendement, d'accord, du dividende. Pourquoi? Parce que ce sont des entités qui auront tendance à racheter les actions et à payer des dividendes conséquents à long terme. Et donc, quand je regarde ces compagnies, en date d'aujourd'hui, si je la regarde par rapport au book value, ça ne m'intéresse pas, mais attention. On dit book value, il faut regarder la moyenne du book value ici. Hein. Le marché a tendance à payer sur toute la période qu'on a ici, on paye à peu près 2,5 fois le book value. En date d'aujourd'hui, nous avons à peu près 52 $ de book value. Donc, si on fait 52 multiplié par 2,5, ça donne quoi? Ça donne 130 $. On se dit, légèrement sous-évalué. Donc, par rapport au book value, on a déjà une information intéressante. Ensuite, on va la regarder par rapport aux bénéfices nets. Pourquoi je prends les bénéfices nets et non les free cash flow? Parce que c'est un business à capital intensif. C'est-à-dire que toute la dépréciation, amortissement, et voilà, si vous ne savez pas pourquoi est-ce que je prends dépréciation, amortissement, je l'ai déjà dit 400 milliards de fois sur des vidéos précédentes. La dépense en capital, généralement ici, toute la dépréciation, amortissement est synonyme de dépense en capital. La dépréciation, amortissement est réservée, est mise de côté ici pour servir de dépense en capital. Donc généralement, la variation entre le bénéfice net et le free cash flow provient généralement de cette partie-là, parce qu'il y a des entreprises qui déprécient plus qu'elles n'en ont réellement besoin. Mais ce type d'entreprise déprécie exactement ce dont elle a besoin. Donc, c'est la dépense en capital de maintenance. Donc, ici, on va prendre la médiane en termes de bénéfices nets. Sur les 20 dernières années, nous avons 31 milliards. Sur les 10 dernières années, vous allez remarquer qu'on a plutôt une vingtaine de milliards. Pourquoi? Parce que comme je l'ai mentionné, entre 2014 et aujourd'hui et 2020, il y a eu à peu près une période difficile pour ce secteur d'activité. Je ne sais pas à quoi demain va ressembler. Donc je devrais me protéger. Il faut que je me protège au maximum. Premièrement, j'ai le book value. Le marché paye généralement 2,5 fois le book value. Et quand on parle de book value, il faut regarder les réserves, le volume ici. Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? On ne va pas revenir dessus dans tous les cas de figure. C'est un sujet qu'on aborde dans l'accompagnement, donc dans un module d'accompagnement ici, à savoir l'accélérateur sans description de la vidéo, dans le segment ici énergie, on aborde ce module-là, notamment on a fait l'exemple ici avec Total Énergie. Donc ici, si je normalise, en prenant les 20 dernières années, d'accord, sur les 20 dernières années, je sous-entends que cette compagnie pourrait rapporter au moins 31 milliards 500 sur les années à venir. D'accord? La majeure partie du temps, au moins sur les 10 à 15 prochaines années. Il ne faut pas juste que je me le dise comme ça, non. Est-ce que la production est stable ou elle augmente? Est-ce que les réserves sont stables ou elles augmentent? Parce que si les réserves diminuent, je m'attends à ce que la production diminue dans le futur. D'accord? Donc faites attention. Donc ici, je prends 31 milliards et je vérifie au niveau des attentes des analystes. Et les analystes n'auront jamais raison ici parce que ce business est imprévisible.
Ça, c'est une certitude. C'est imprévisible. C'est juste une information supplémentaire pour voir si on est aux alentours de 30, en dessous de 30, ou supérieur à 30. Le marché s'attend à 44 milliards. Et laissez-moi vous dire que tant que le prix de la commodité est à un niveau assez élevé, il est optimiste. Il faut également mentionner que c'est une entité qui a fait des acquisitions dernièrement. Donc, ça pourrait être justifié. Mais bref, moi, je prends 31 milliards 600. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 467,52, disons 468 milliards. Une entreprise qui pourrait me rapporter aux alentours de 31 milliards 500 sur les années à venir. Au moins. C'est un rendement sur coût de combien? 6,7%. Et si vous le convertissez ici en multiple, ça donne à peu près une quinzaine de fois les bénéfices. Donc si je prends le même 31 milliards 500 à 15 fois les bénéfices, j'obtiens combien? 472 milliards. Moins la dette nette. Techniquement, cette compagnie n'a pas de dette nette. Ce qu'elle a, c'est la dette nette est clairement insignifiante, donc je préfère ne même pas la mentionner. Divisé par le nombre d'actions, on constate également ici que le nombre d'actions diminue. C'est une entité qui doit continuer à racheter ses actions. Et c'est une bonne chose de le faire ici, parce qu'on aura tendance à se négocier à des multiples très peu élevés. Donc, ça donne à peu près 117 $ l'action. Donc, à l'état actuel des choses, selon les hypothèses qu'on a prises précédemment, par rapport à la moyenne des résultats, cette compagnie, le prix actuel pourrait être justifié. Donc, c'est-à-dire que cette compagnie ça pourrait être intéressant au prix actuel. Je dis bien, ça pourrait être intéressant. Mais n'oubliez pas, avant d'acheter une quelconque action de cette compagnie, il faut que je vérifie pourquoi sur les 10 dernières années, on a plutôt rapporté 20 milliards. Sur les 20 dernières années, c'est 31 milliards 500. Sur les 10 dernières années, c'est 20 milliards. Notamment parce que la période entre 2014 et 2020 était une période assez compliquée pour ce secteur d'activité. Mais également, on a une certaine sécurité avec le tangible book value. En moyenne, il se paye à 2,5 fois le tangible book value. Actuellement, on est à peu près en dessous de ce niveau-là. Donc, ça peut également être intéressant. Donc, au prix actuel, je pense qu'on ne surpaye pas pour ExxonMobil. Sur le plan quantitatif, parce que le qualitatif, je peux avoir un avis complètement différent. Et je rappelle toujours ici qu'on fait de l'analyse. Ça, c'est de l'analyse quantitative. Ce n'est pas de l'analyse fondamentale. Le quantitatif, c'est une partie du fondamental. Maintenant, il faut lire les rapports financiers. Est-ce qu'ExxonMobil mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Et je rappelle que ceci est une demande d'un abonné Top Premium. Donc, le lien vers le service Top Premium est en description de la vidéo. Donc, vous pouvez demander des analyses quantitatives uniquement dans ce service. Ça ne sert à rien de me le demander dans les commentaires. Je prends uniquement les demandes dans le service Top Premium et il y en a assez. Si je vous montre juste la liste ici, voici à peu près les demandes à faire en date d'aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est juste sur c'est juste sur un mois. Donc, vous remarquez que les demandes sont assez élevées. Donc, s'il faut prendre encore sur YouTube, ça va être compliqué. OK? Et bon, maintenant, ça dépend si vous me présentez une entreprise intéressante. Pourquoi pas? Parce que je lis tous les commentaires dans tous les cas de figure. Les demandes d'analyse quantitative, c'est uniquement dans le service Top Premium et vous avez la certitude vous avez la certitude que ça va être réalisé. D'accord? Donc, vous avez également la watchlist. Vu qu'on va mettre nos entreprises dans la watchlist. Ici, la watchlist, c'est pour tous les niveaux. Sans compter les analyses sectorielles. J'ai fait une analyse sectorielle pour l'industrie ici pétrolière. Enfin, l'industrie ici du secteur de l'énergie. Notamment les producteurs de pétrole et ainsi que pétrole et de gaz. Et ainsi que les entreprises les entreprises qui proposent des services pour les compagnies pétrolières et gazières comme Schlumberger, comme Halliburton. Voilà, et voilà, d'autres compagnies que j'oublie présentement. Donc, j'ai fait une analyse sectorielle pour ce type d'industrie-là. L'analyse sectorielle vous permet de comprendre ce qui se passe présentement, les risques à court terme ainsi que les opportunités à long terme. D'accord? Sans compter l'analyse concurrentielle qui vient avec. Bref, Exxon fait partie des meilleures entreprises dans ce secteur-là. N'oubliez pas également que vous avez en description de la vidéo, pour ceux qui ne savent pas lire un rapport financier ni un des états financiers, vous avez le pack du débutant en description de la vidéo. Notamment, tout ceci vient avec une masterclass. En supplément de ça, vous avez également la possibilité de poser vos questions en live une fois par mois. OK? Donc, tout rapport, état, maîtriser les rates. Donc, c'est une analyse. Ici, c'est un module thématique qui fait partie, l'ensemble ici fait partie du programme de l'accélérateur. Mais ici, quand on commence à lire les rapports financiers, il faut au moins commencer par quand on veut apprendre à faire du stock picking, il faut savoir lire un rapport financier, savoir quelles questions à poser, savoir lire les états financiers.
C'est très important. Maintenant, les rates ici, c'est un animal un peu différent. Donc, on vous montre à peu près comment apprécier la valeur au-delà des chiffres d'une compagnie dans ce secteur d'activité. Donc, il suffit juste pas de regarder le bénéfice net ou le FFO. Les gens ne regardent pas les bénéfices nets pour les rates. Bref, tout ça en description de la vidéo. Donc, pour cette compagnie, par rapport à la valorisation, comme je l'ai mentionné, je serai aux alentours de 117 $. Donc, pour moi, au prix actuel, c'est intéressant. Donc, en lisant les rapports financiers, j'ai un ensemble de questions à poser en supplément. Et ces questions-là, vous pouvez les retrouver dans le module énergie, dans l'accompagnement, l'accélérateur en description de la vidéo. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je n'ai pas besoin de dire ici que le dividende est safe ou quoi que ce soit. Il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. OK? Donc, pour moi, ExxonMobil, ça reste correct au prix actuel, sans plus. Maintenant, si le prix du pétrole va à un niveau assez élevé demain, tant mieux. S'il reste à ce niveau-là, tant mieux. Si les attentes ici se réalisent, tant mieux également pour nous. Bref, merci, au revoir.